Heu, on y va. Bonsoir, merci d'être venu. Alors je vais vous présenter, les 3 messieurs qui m'accompagnent. On va commencer par le plus grand, qui est en bout, de ligne, qui s'appelle Jean-Luc Fromental. Alors j'espère que vous avez le temps parce que, vu tout ce qu'il a fait, ça va être long, donc j'ai un petit peu coupé dans toute sa carrière. Jean-Luc, est né, en Tunisie. Il a travaillé dans la presse, notamment, des revues comme le Magazine littéraire. Il a travaillé en publicité où il a reçu même, 3 Alphard de la communication, à Angoulême. Il a créé, la revue, Métal Aventure. Il a été, rédacteur en chef de Métal Hurlant. Il a travaillé pour la télévision, pour le cinéma. Il a même scénarisé des épisodes, de Navarro. Il a, travaillé dans le dessin animé, notamment avec, Drouillet, Moebius. Il a fait des scénarios pour Lucky Luke. Il a travaillé pour Solotareff. Il a même écrit des scénarios de films aussi, pour le cinéma donc. Il a travaillé aussi avec, Lorenzo Mattotti en animation et il a, fondé aussi De Noël, Graphique qui vient de fêter, ses, 20 ans. Et une de ses auteurs, Posy Simmonds, a reçu le Grand Prix à Angoulême. Il a beaucoup travaillé en littérature jeunesse et j'ai eu l'honneur et la chance de travailler avec lui, notamment sur Blake et Mortimer, dont il a écrit 2 opus, 8 heures à Berlin et L'art de la guerre. Il a aussi écrit une quarantaine de livres. Bon, on arrête là parce que je pourrais Oui, je continuer peux pendant mourir 2 heures. maintenant, c'est bon, au revoir. C'est bon. Alors, de l'autre côté, Bernard Isser, qui est un vieil ami dessinateur. Il a commencé sa carrière comme pas mal de gens dans des fanzines. Il a fait Saint-Luc. Il a travaillé et commencé à dessiner dans le journal de Spirou, où il a créé une série, une des premières séries où on parle du problème des adolescents qui s'appelle Bidouille et Violette. Donc, c'est l'histoire du fils marchand de frites qui est amoureuse de la fille du fleuriste. Alors, il a travaillé aussi comme dessinateur de presse, d'humour, notamment dans la Libre Belgique, dans le trombone illustré du regretté Franquin. Et en 86, il crée la série qu'il a rendue célèbre, Cendre, pour les éditions Glénat. Par la suite, il a travaillé sur un gros projet qui s'appelle Le Mémoire du XXe siècle. Il a écrit aussi Le ciel au-dessus de Bruxelles, qui parle un petit peu de terrorisme bien avant l'heure. Il a travaillé un album qui parle du Louvre, des dessinateurs invités par le Louvre pour parler de ce fameux monument. Il a été nommé chevalier des arts et des lettres. Il a travaillé sur une application qui s'appelle Europa, bien avant qu'on parle vraiment de ce phénomène européen. Il a dessiné dernièrement Mademoiselle Baudelaire et bien sûr La neige était sale de Simenon. Christian Caillot, alors là, c'est l'aventurier des 3 messieurs. Il a fait l'École nationale supérieure d'art de Cergy, pardon. Il a été au Congo, il s'est baladé là-bas en tant que militaire, puis il est resté une partie de son temps là-bas. Il a été illustrateur de presse enfantine, il a travaillé pour Casterman. Il est devenu ami avec Bernard Giraudot. Il a illustré, enfin mis en bande dessinée un de ses romans qui s'appelle R97, Les hommes à terre. Il a aussi, avec le même, travaillé sur les longues traversées. Il a été au Vietnam. Il a travaillé, on a travaillé ensemble sur un Blake et Mortimer qui s'appelle Le cri du Moloch. Et il a réalisé la suite du Rayon U, La flèche ardente.
Voilà, vous savez pas tout, mais presque de ces trois aussi. Oui, oui, exactement, dans ce cas-ci. Alors, on va commencer par Jean-Luc. Oui, alors moi, si vous voulez, moi je suis tout simplement l'éditeur de cette collection Simenon. Je suis directeur éditorial d'Argo Benelux et des éditions Blake et Mortimer. Voilà, ça fait grosso modo 34 ans que je m'occupe de bande dessinée. Moi, j'ai raconté la vie parce qu'il a donné un petit goût de chacun avant. Il a commencé à vendre des BD sur la plage à 8 ans et il a fondé à 12, 13 ans ou 14 ans, je ne sais pas. Oui, On s'est croisés à ce moment-là à la Foire du Livre de Bruxelles où je me rendais juste en face de notre stand. On s'est rencontrés là. Il était tellement fan de BD qu'il connaissait Tilleux. Il est arrivé chez Jean-Marie Moulière, qui était une élite de Tilleux, et chez qui j'ai appris mon métier. Et on s'est rencontrés là. Après ça, on est parti en vacances, etc. Et il a décidé d'ouvrir une librairie où il a aidé quand même à des produits à faire. ouais. Bon, on va couper, hein, parce que sinon... Non, 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 mais on va parler de John Simenon aussi, qui nous suit en visio. Bonsoir John, Kalispera John, et rassure-toi, on va parler quand même un peu de ton papa. Qui Qui ça? Alors, Jean-Luc, comment est-ce que tu es arrivé sur Simenon? Comment on peut adapter, entre guillemets, Simenon? Est-ce que c'est vraiment adaptable en bande dessinée? Est-ce que c'est un affront à l'écrivain? Comment ça se passe? Vous avez 4 heures devant vous. Oui, non, brièvement. On va aller très Enfin, pas vite. brièvement, mais... Les prémices se passent avec Yves Schlierf, dont la modestie naturelle l'empêche de dire que c'est quand même lui qui est à l'origine de toute cette affaire, involontairement, comme moi d'ailleurs. C'est que, étant lecteur depuis très longtemps de Simenon, c'est un goût que j'ai acquis vers l'âge de 30 ans, donc maintenant ça nous mène à pas loin d'une petite quarantaine d'années de lecture de Simenon, régulière, répétée. Il y a beaucoup de livres, mais on peut aussi les relire. Schlierf m'appelle et me dit est-ce que tu as un scénario de bande dessinée, de polar pour un de mes auteurs dont j'aimerais qu'il fasse un livre pour moi avec un scénario de toi. Et en réfléchissant, je me dis, je connais une chose formidable sur Simenon, c'est un séjour qu'il a fait aux États-Unis avec sa femme, sa maîtresse, qui allait devenir sa deuxième femme, sa gouvernante, la célèbre Boule, son premier fils, et où il a vécu en cow-boy pendant quelques années, où il a produit quelques chefs-d'œuvre. Et donc, je me sers d'un épisode de cette période de la vie de Simenon, dissimulant plus ou moins habilement Simenon sous un autre nom, etc., et inventant et greffant une histoire sur ce personnage. Le livre paraît, est relativement bien accueilli, et un jour, l'attaché de presse de d'Argo, la maison donc dirige Yves, m'appelle en me disant il y a un certain John Simenon qui cherche ton numéro de téléphone. Et là, la panique me saisit parce que je connaissais la réputation, travaillant depuis longtemps dans l'édition de John Simenon, qui était un dur de dur pour ce qui concerne l'œuvre de son père. Et je me dis, mon Dieu, que va-t-il m'arriver? Mais comme je suis un garçon assez brave, je dis, donne-lui mon numéro de téléphone. Et là, j'ai un type charmant au téléphone qui m'appelle et qui me dit, écoutez, j'ai lu ce livre. Et je trouve que dans le monde de la bande dessinée, vous semblez être un de ceux qui comprennent vraiment bien qui est mon père, etc. Ça fait longtemps que je rêve de faire passer un certain nombre de ces ouvrages dans le monde de la bande dessinée. Et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Voilà. Et l'histoire est partie comme ça. J'ai recruté immédiatement un camarade avec lequel je venais de faire, parce qu'on ne l'a pas cité, mais c'est José Luboquet qui est très important dans l'équipe de ce projet, avec qui on venait de faire un Blake et Mortimer pour le même Yves Schlierf. Et je lui propose de travailler avec moi là-dessus. On commence à gamberger et on propose à John de s'attaquer non pas aux Maigret qui sont l'évidence et où il y a déjà eu une ou deux tentatives pas très réussies,
mais de s'attaquer à ce qu'on appelle les romans durs, c'est-à-dire toute la partie vraiment littéraire de l'œuvre de Simenon, et de plonger là-dedans, etc. Voilà. Et là, John nous suit avec beaucoup d'enthousiasme, nous accompagne, on commence à parler, à choisir, à trier, etc., etc. Et le principe du jeu, c'était de se dire, on va commencer par une série, hein, parce qu'on n'est pas fous, on est tous des éditeurs, donc on sait de quoi il retourne. On va commencer par une série de 8, ce qui est déjà considérable, adaptations, et on va choisir ces adaptations en fonction d'un certain nombre de dessinateurs avec lesquels on aurait envie de travailler et dont on sentirait qu'ils auraient stylistiquement ou intellectuellement des affinités avec l'œuvre de Georges Simenon. Voilà. Et c'est comme ça qu'est partie l'histoire. C'est comme ça que José Louis a choisi, parce qu'il avait choisi un livre qui s'appelle Le Passager du Polar Lys, a choisi quelqu'un qui parle remarquablement de la mer et qui a dessiné la mer et les bateaux, au point qu'on a inventé un slogan pour cette série, c'est quand il y a du bateau, il y a du caillot, donc à Christian Caillot, et a attaqué le premier, Le Passager du Polar Lys, tandis que moi, je cherchais un dessinateur. Et il se trouve que José-Louis Bocquet venait d'être l'éditeur de Bernard Isler sur Mademoiselle Baudelaire aux éditions Dupuis. C'est compliqué à suivre, mais tout se tient. Et me dit, je crois que Isler, qui a terminé son Mademoiselle Baudelaire, peut être libre. Or, des gaillards comme ça, il faut les choper au moment où ils sont libres, parce que si vous les laissez partir dans leur propre planning, vous les avez plus pendant 5 ans. Donc voilà. Et là, j'ai proposé un livre à Bernard qui m'a dit petite bière, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Ton truc là, ça me déçoit vraiment. C'est pas ce que je voulais. Moi, je veux un truc profond, dur, intense, etc. Je lui dis attends mon gaillard. Et là, j'ai choisi un livre que j'aimais pas beaucoup au départ de Simenon. Et John m'a dit la même chose, qui est La neige était sale, qui est un livre probablement un des plus abstraits hein, de Simenon en termes de géographie, etc. Et je l'ai passé à Bernard qui m'a dit, bon, bah, rien que le titre, je suis d'accord. Voilà. Je te vole tout ton acte, là. Voilà. Bon, on va commencer par voilà. le premier. Et donc, voilà, et c'est parti comme ça. Et cette série, maintenant, se développe. Pour aller plus vite, on a sorti ces 2 premiers titres, accompagnés de ce que John appelle un biotoon, qui est une partie biographique de la vie de Simenon, sous le titre Simenon l'Ostrogoth, qui a été illustré par Jacques de Loustal, qui est un illustrateur, si vous êtes des fans de Simenon, que vous avez vu en couverture notamment des omnibus de Maigret, en ce moment en couverture de toute la série des romans durs qui est en train de paraître avec Le Monde, qui a lancé une opération là, de publication des romans durs, 1 par semaine, on peut acheter avec son numéro de samedi du Monde. Voilà. Et donc là, on est en train de terminer la 2e vague. Et de façon intéressante, on pourra peut-être dire un mot tout à l'heure, la 2e vague est entre les mains de 2 femmes. Il y a 2 livres qui paraissent en 2025. Et ce sont 2 filles qui dessinent Simenon. Et c'est intéressant compte tenu de la nature même de l'œuvre de Simenon et de l'image qu'il projette, qui est une image... à mon goût, un peu trop viriliste, etc., alors que c'est pas du tout la réalité de Georges Simenon, qui a plongé dans les âmes sans distinction de sexe ni de race. Voilà. Bon, on va quand même revenir au premier bouquin, le premier livre, la première adaptation, c'est le Passager du Polar Lys, qui a été scénarisé par José-Louis Bocquet. Alors lui, c'est un autre géant aussi de la bande dessinée. Il a commencé avec un fanzine à l'âge de 13 ans. Il a travaillé avec François Rivière sur une BD qui s'appelle Le Privé d'Hollywood chez Dupuis. Il a été libraire, célèbre librairie de science-fiction à Paris qui s'appelle Le Temps Futur. Il est journaliste, scénariste. Il est aussi écrivain. Il a été rédacteur en chef de Salut les copains. Il a créé avec Jean-Luc l'année de la bande dessinée. Il a participé à la fondation des éditions de la Sirène. Il a écrit des polars, notamment dans la série Noire. Et il est aussi très connu comme scénariste pour avoir travaillé avec Catel, notamment sur une bio de Joséphine Baker, Kiki de Montparnasse aussi.
et sa grand-mère, si je me souviens bien, a été scénariste de Château-Vallon. Voilà, vous savez tout sur Bocquet. Maintenant, on va s'intéresser à Caillot. Donc, on te propose de participer à cette aventure. Tu n'es pas scénariste, tu te retrouves devant un grand roman de Simenon. Tu fais quoi? Ça se part comment? Tu te renseignes? C'est quoi la démarche pour arriver à adapter graphiquement un Simenon? Alors, on peut dire en plus de José-Louis Bocquet qu'il est aussi un peu quand même spécialiste, qui connaît à fond et bien l'œuvre de Simenon, ne serait-ce qu'en ayant consacré 10 heures, une émission en continu de 10 heures sur France Culture dans les années 90, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire à tel point que d'ailleurs Georges Simenon lui-même lui avait écrit pour lui réclamer un enregistrement de la dite émission de 10 heures. À l'époque, c'était sur cassette, sur magnétophone, et il les avait envoyés par la poste à Georges Simenon, qui lui avait répondu par un petit mot que José-Louis garde précieusement de lui. Je reviens à ta question. Parle-nous, toi. Oui. Alors, il se trouve que... non, je voulais finir en fait en disant que José-Louis Bocquet était l'éditeur de la collection Air Libre chez Dupuis pendant 16 ans et qu'il était mon éditeur. Donc on se connaît assez bien, on se pratique depuis longtemps et il connaît bien le sens de mon travail et les préoccupations que je peux avoir. Quand je parle de préoccupation, j'essaie d'avoir depuis longtemps un rapport à la littérature parce qu'il me semble que la bande dessinée, même si l'exercice peut être périlleux et difficile, mais ça on va peut-être le développer justement, l'idée d'adapter un texte littéraire, le figer, ça peut être ce qu'on peut redouter, le figer par l'image. Comment répondre à cette question-là? Quel peut être l'intérêt de représenter avec des images fixes et de fixer un imaginaire que la littérature a pu développer? Tous les auteurs ne s'y prêtent pas. Et même si les éditeurs, en ce moment, ils trouvent une manne, on peut le dire, puisque nombre d'adaptations d'auteurs se fait en bande dessinée. On a vu Proust en bande dessinée, par exemple. Je ne pense pas que La Recherche du temps perdu puisse être résumée en album de bande dessinée de 70 pages. On tombe dans ce cas-là un peu, je pense, dans l'illustration de texte, où on met simplement des images décoratives en essayant de garder de saupoudrer un peu la prose de l'auteur. Et sauf qu'après, il y a d'autres écritures, et moi je tombe à ce moment-là, par la proposition de José Louis, sur un auteur qui a toutes les qualités selon moi. C'est-à-dire que par son écriture elle-même, on sait ce qu'est l'écriture de Simenon, qui s'encombre pas de descriptions laborieuses et verbeuses, des phrases, sujets, verbes, compléments, et on est à l'os tout de suite. On n'est pas dans des pages et des pages qui vont raconter les paysages, mais on va tout de suite dans de l'émotion, dans du ressenti et dans de l'humain. Il va tout de suite gratter à l'os et il arrive malgré tout à développer une humanité, une ambiance forte. Donc je lis ce roman que je ne connaissais pas, et on va dire que je connais très mal à ce moment-là l'œuvre de Simenon. Ma génération étant celle qui a grandi avec Maigret à la télévision, qui donne une image un peu, comment dire, Maigret c'est le demi de bière et le sandwich à côté croquet parisien, et puis une France assez plan-plan et vieillotte avec Madame Simenon, on en parlait plus tôt, qui est à la maison, et puis qui fait la cuisine, voilà, et qui échange pas plus de 2 mots par roman avec son Maigret de commissaire. J'ai un peu cette image-là. Or, grâce à la proposition, je découvre les romans durs de Simenon, et là, non, c'est pas de la littérature de Kepia, c'est pas de la série B, c'est de la grande écriture. Moi, c'est une découverte totale. José Louis a pensé à moi parce qu'il sait que j'ai ce rapport, cette préoccupation dans mon dessin à ne pas abîmer, à essayer de ne pas abîmer le verbe,
de le servir, mais de trouver comment, malgré la représentation figurative des dessins, comment servir le verbe qui est proposé. Ça a été le cas dans ma collaboration avec, si on avait une écriture un peu pareille, une poésie un peu brutale dans l'écriture de Bernard Giraudot, où j'ai travaillé aussi pour un album qui est un polar aussi, avec Timothée de Fombelle, qui est connu comme auteur de littérature jeunesse surtout. Puis par le hasard d'une circonstance, d'un séjour à New York, lui est venue l'idée d'une histoire. Histoire de deux personnages qui se contentent d'un immeuble à l'autre, donc une histoire faite de silence. Et il se dit, ces silences, je ne peux pas en faire un roman, puisque comment écrire les silences? Et il se dit, en fait, je suis en train de faire naître une bande dessinée. Mais il avait écrit un texte en continu. Et dans ce cas-là, ça m'intéresse, puisqu'il y a une pertinence à le fait de la chose dessinée. J'ai l'art, quand je commence à parler, de faire des circonvolutions. On suit le... Régulièrement, je suis censé être le moins bavard des trois. Oui, c'est vrai, ben, ça change de ça. Ouais, je connais bien, je sais lui. Vas-y, pour une fois. J'ai une expérience, on va dire, maritime, disons. Ça fait une quinzaine d'années que j'embarque régulièrement sur des navires particuliers, la Marine nationale, des expéditions scientifiques. Donc c'est une quête que j'ai aussi graphique de dessiner la chose Qui bouge. rigide, qui bouge sur l'eau. J'ai une affection particulière pour l'époque en question, qui est, disons, celle qui est des années 30 aux années 50. J'ai fait une biographie de Boris Vian, une autre de Jacques Prévert avec Hervé Boris. Enfin voilà, c'est une époque du réalisme poétique comme on l'appelait, que j'aime. Et donc là, on est en plein dedans, donc et je découvre cette prose magnifique qui me bouleverse de Simenon. Et il se trouve en plus que le roman Le Passager du Polaris est réellement le premier roman dur de Simenon. Le deuxième publié en tant que tel, mais en fait il précède celui qui a été publié en premier, qui s'appelle Le Relais d'Alsace. Le Relais d'Alsace, puisqu'il avait été d'abord publié en feuilleton dans, je ne sais plus quelle revue. Gringoire. 10 points. Oui, on peut le dire là, bravo. Et bref, il a été publié en second, mais Le Passager du Polaris, c'est en fait le premier roman dur écrit par Simenon, au moment où chez Fayard, il dit allez-y, et Simenon lui-même a la volonté à ce moment-là, face au succès de Maigret qui a déjà surgi, de entrer dans la grande littérature. Je m'arrête. Je t'arrête là, très bien. D'accord. Pour la question, moi. Très bien, oui, c'est bien. On va passer à Bernard. Toi, tu refuses le mot adaptateur, tu te sens peut-être plus comme un metteur en scène. Donc, comment est-ce que toi, en tant que dessinateur, scénariste aussi, pas dans ce cas-ci, mais peut-être en partie sur cette histoire, comment est-ce que tu as attaqué ce roman, qui est quand même un des romans durs, mais lourd aussi de Simenon, quoi. C'est pas rien, cette histoire de La Neige et des Sels. Oui, mais ça, à la limite, je ne savais pas trop. Et merci. J'ai finalement décidé de faire La Neige et des Sels parce que c'était Jean-Luc et qu'il m'en parlait bien et que le titre me plaisait. Et après, une collaboration est adaptée de Simenon, adapté un livre de littérature en bande dessinée. Dans le cas de la bande dessinée, que ça se présentait, c'était un couple. Scénariste, dessinateur, c'est pas vrai. C'est deux personnes qui travaillent sur un livre. Il faut bien comprendre, et j'ai envie de parler du rôle du scénariste maintenant, c'est extrêmement frustrant d'être scénariste de bande dessinée et de proposer à Bernard Isser un projet parce que c'est pas facile. Voilà. J'explique. Un scénariste, c'est quelqu'un qui va partir, dans ce cas-ci, qui va partir dans le livre, et qui va être comme le marteau, entre le marteau et l'enclume. Voilà. Il y a le texte de Simon, avec un ayant droit, qui va réclamer une fidélité à l'œuvre.
Et de l'autre, il y a un auteur de bande dessinée qui aime la bande dessinée, qui veut défendre la bande dessinée et qui veut profiter de cette expérience pour montrer que la bande dessinée, quand elle adapte sinon, elle peut faire au moins pareil que le cinéma, sinon mieux, dans le sens que c'est une recréation, et pour plusieurs raisons. La première, c'est que le scénariste ne peut pas se reposer sur l'écriture de Sinon, puisque Sinon, c'est une écriture monogame, j'ai envie de dire. Il va tout s'inscrit dans la littérature. Or, le scénariste ne peut pas considérer que ce qu'il va écrire soit une finalité. Il doit motiver des images d'exister. Et le dessinateur, le metteur en scène graphique, l'adaptateur, il va devoir mettre en dessin quelque chose qui a été pensé en littérature et qui, quelque part, ne respecte pas le dessin. Pourquoi je dis ça? Parce que quand Sinon fait la neige et des sables, il est à ce moment-là dans un contexte historique. Et c'est ce que touche le jeu. Parce que Jean-Luc m'explique qu'il est à ce moment-là, en 1947 ou 1948, en Amérique, et il va parler d'une ville qui est en Europe, occupée. C'est une ville occupée après la guerre, il y en a beaucoup, et en occupant, c'est facile à écrire, c'est plus long à dessiner. On peut entretenir un mystère sur quelle est la couleur politique de l'occupant. Est-ce que c'est un soviétique, une armée soviétique? Est-ce que c'est une armée allemande? D'ailleurs, il y a une adaptation française en 1952, je crois, en téléfilm. Et c'était naturellement, ça se passait en France, et c'était une occupation allemande. Donc en fait, Sinon n'a pas déterminé. C'est pas daté, hein? Ça n'est pas daté. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de nom à cette ville, alors que Sinon est connu pour chaque fois arpenter les villes qu'il va décrire. Là, on sait que la ville est enneigée toute l'année, enfin, il y a tout le temps de la neige, ça porte bien son nom. Il va falloir en faire des images. Et à travers tout ça, il y a quel est le charme de l'histoire ou l'intrigue. C'est quelque chose d'assez mystérieux, c'est très, presque, comment dire, c'est existentialiste. C'est un personnage que tu m'aurais crapule, qui est considéré comme bon. Je m'arrête là. Existentialisme, vous désirez ça comment? C'est une question. Il est clair, et c'est une des premières choses que j'ai dit, il est bien clair que Sinon n'a jamais dessiné. Et dans ce cas-là, ce que ça sous-entend, c'est que forcément, tout dessin va être une forme de, peut-être de trahison, je ne sais pas comment, sinon il ne l'a pas précisé. On peut baisser certaines choses dans sa littérature, mais l'important n'est pas là. Et ça, à cet égard, le confort et le choix de Jean-Luc portent aussi sur la qualité du dialogue, où je vais avoir un scénariste qui me dit pas, voilà, tu dois décider de gauche à droite ceci, et alors le personnage traverse la pièce. Non, c'est pas ça. Il va me parler des personnages en profondeur, et moi je vais devoir les interpréter, leur donner un visage qui n'est pas toujours très clair dans le roman. Il y a quelques détails que j'essaie de retenir parce que ça donne, mais dans le reste, je dois inventer quelque chose qui n'existe pas encore et qui va prendre la majorité de la place. Entre un scénario de bande dessinée et un livre, vous imaginez un nombre de différences, un nombre de mots, rien que ça. Il faut prendre et occuper cet espace de manière passionnée et rendre des émotions qui passent par la littérature et les concrétiser. Et là, c'est un travail impossible, c'est comme une petite cuisine. Et de la même manière que Jean-Luc a dû retenir du livre une intrigue et ne pas pouvoir tout raconter parce qu'il y avait tellement de rebondissements qu'il a fallu choisir certains personnages, il va, dans cet espace très réduit, décider avec un narratif pour garder ce rapport à l'écriture, qui permet en plus temporellement et de raconter plus de choses. On peut dire, quand le personnage rentre de la ville haute, on n'a pas besoin de montrer 4 cases pour dire que voilà, il traverse la ville. Ces choses-là nous font gagner du temps pour se concentrer sur l'essentiel. Mais à partir du moment où il écrit que c'est des narratifs, ça ressemble à la littérature, et c'est là qu'il va proposer une invention
ce qui n'existe pas dans le livre, et qui est déjà une forme de démarquage, et qui ouvre toute une possibilité de l'exprimer en image. C'est que le narratif est au contraire du livre qui est écrit à la troisième personne, une forme de point de vue de Cyrus, où on est extérieur et on décrit ce que le personnage fait, Franck fait ceci. Là, c'est écrit à la deuxième personne. Mais on se demande à qui c'est écrit. On ne sait pas qui le dit et à qui il est écrit. Et Jean-Luc, avec Samuel Stria, de raconteur d'histoire, arrive à me la raconter sans me l'expliquer. Ce qui est le propre de Simon, c'est-à-dire qu'il a intégré ce qu'il fait, c'est nature propre à Simon. C'est cette forme d'indicible, la littérature qu'on arrive à créer, et à le faire passer, et donc de ne jamais vraiment répondre à la question que je lui pose, de la même manière que quand je me dis, voilà, là, il faut une atmosphère froide. C'est quoi une atmosphère? Comment ça se dessine, une atmosphère? Moi, quand on vous demande de dessiner le silence, moi, j'ai pensé tout de suite au cinéma. Parce qu'au cinéma, tout le monde sait que quand il faut donner l'impression au spectateur qu'il y a du silence, on met des petits bruits. Vous avez tous vécu des westerns, vous étiez petit, il y a la personne, elle fait nuit, il y a une petite lanterne, on entend ding, 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 on sent un peu de vent. Et là, on a une ambiance oppressante. Et bien voilà, on n'a pas ce bruit-là en dessinant, on n'a pas la bande son, mais on a des couleurs qu'on peut démarquer, pas comme le cinéma. Et là, on se différencie aussi du cinéma. Parce que le cinéma, si vous prenez un acteur, il faut qu'il soit un bon acteur, mais il ne ressent pas forcément au rôle. On est dans un espace où on fait croire que c'est réel et que ça s'est vraiment passé. Donc on dessine jamais. On dessine, le lecteur sait que c'est dessiné. Et donc il y a une fictionnalité même de ce qu'on montre. Donc la manière d'utiliser va être peut-être plus métaphorique, on va dire. On va essayer de recréer comme une petite cuisine intérieure cette atmosphère de Simon destinée à créer cette ambiance tout à fait particulière et malgré tout rester fidèle au fond. Et le message que voulait développer Simon dans La Neige épaissale. Et à cet égard, la collaboration entre un scénariste et l'adaptateur graphique, elle est fusionnelle, même si on ne se voit pas tous les jours. Finalement, là, on se téléphone de temps en temps, mais la communication est presque parallèle et elle ressemble à l'amour, un peu comme le film de Jean-Charles Tapella qui parle justement c'est quoi le cinéma, les scènes d'amour, c'est comment, il y a des personnages qui répondent. Eh bien, l'amour, on le sent au cinéma quand il est là, que personne ne le voit, et qu'on parle tout à fait d'autre chose. Eh bien, nous avons fait adopter ça comme technique de travail. Puis il y a un décor que tu crées qui est à l'est, hein, tu le situes à l'est sans de nouveau préciser. Et même si on est à l'est, il y a un décor finalement bruxellois, ta ville, dans l'architecture, dans les cafés, dans certaines ambiances, on est à Bruxelles. Alors, ce qui est amusant, c'est que j'ai dû créer effectivement une ville et avec des déplacements et des endroits clés dans un appartement, dans un immeuble. Tu sais ce qui se passe là, il quitte cet appartement et il traverse la ville, il y a un occupant, etc. Donc, il fallait trouver une cohérence à cette ville qu'on ait l'impression qu'elle ne soit pas du carton-pâte, un peu comme les décors. Dans les années 30, dans le film Léon, on fait des décors qu'on voit bien que c'est du carton-pâte. Après, on va passer plus de temps. C'est peut-être ça qui fait la différence. Donc, à un moment donné, je me dis, il faut choisir une ville, il y a cette cohérence, et trouver une ville qui est correspondance avec la Belgique. Sinon, c'est un auteur belge, je suis belge, et je sais à quel point il est belge. Et dans tous ces livres, il y a une dimension belge. Dans cette ville, Cluberise, il y a un fleuve, et ça ne ressemble pas. Mais c'est ça ressemble à Liège. Mais où est-ce que je vais trouver? J'ai l'impression que Franck, c'est un nom plutôt peut-être autrichien, et puis il y en a d'autres qui représentent plus l'Est. Et dans l'histoire, moi je suis passionné d'histoire, et je me rends compte qu'en Europe de l'Est, il y a beaucoup d'histoires différentes qui se sont passées, que nous, on ne connaît pas tellement. Des occupants qui ne sont ni vraiment soviétiques, ni vraiment allemands. Il y a des gens qui ont travaillé, enfin, qui sont allés se battre contre Staline, et qui après ça, quand on est dans l'Est, ils sont
étaient du côté de l'armée, ils sont revenus autour de Budapest, ils ont occupé Budapest, ils se sont battus avec les Allemands, mais ils ont occupé Budapest. Et je prends cette idée de Budapest. Je vais à Budapest, à Royan, et je dis, je demande à Jean-Luc, mais quels sont les grands lieux? Je vais essayer de trouver des décors à Budapest de l'époque, parce que cette ville est un peu restée pendant l'époque, et je vais les photographier pour en garder des traces. Et en même temps, je vais faire un puzzle, parce que comme ce grand décorateur qui était Trouner, et qui était l'assistant de Carnet, sur la plupart des grands films de Carnet et Prévert, et qui prenait des morceaux comme ça de décors qu'il assemblait, et puis ça donnait un décor qui semblait réaliste et qui n'était pas. C'était des morceaux réalistes, mais c'était une recomposition. Moi, j'ai pris des morceaux de Budapest et je les ai mêlés à des morceaux de Liège, parce que je connais Liège un peu, et je sais, il y a ce côté belge, mais il y a ce côté liégeois. Et après ça, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de gens qui ont entendu l'album, on dit, oh, mais c'est dingue, c'est tout à fait Bruxelles, oh, c'est dingue, c'est tout à fait Vienne, oh, c'est dingue, c'est tout à fait Dijon. Voilà, c'est importe en fait. C'est cette ville, elle représente quelque chose, et c'est vrai qu'il y a quelque chose. Les Belges, à Budapest, il y a des trams, il y a des bistrots, à Bruxelles, mais je trouvais ça aussi à Prague, sur un vieux train. Voilà, ça s'est passé, c'était ça. Et c'était bien terminé, toute l'histoire. Et l'armée, là, finalement, je me suis inspiré des costumes roumains. Juste il y avait une extrême droite presque nazie chez les Roumains à l'époque, quand ils ont occupé, avoir mis leur cycle, ressembler, on crée une forme de flou, et c'est une manière de recomposer. Voilà, ça c'est intéressant, c'est le tissu dans lequel on va créer, et puis il y a le personnage. Voilà. Christian, on parlait de transformation du roman dans le passager du Polar Lys. Vous avez, avec José Louis, fait un préquel finalement. Il y a une partie de l'histoire au début qui n'est pas vraiment dans le roman, qui est... dans le roman et pas assez voilà, oui. On sait que Simenon écrivait, à ce moment-là, il est hyper productif quand même, c'est 50 pages par jour, il écrit tous les jours et il ne se relit pas. On sait que Le Passager du Polar Lys, c'est son premier roman dur, qui en plus va être publié en feuilleton. Et on le sent clairement à la lecture que, bon, même s'il est en train d'ambitionner d'entrer dans la grande littérature, il est en construction encore. Il n'a pas encore l'exigence ou la rigueur qu'il va trouver plus tard. Et clairement, on sent par exemple qu'il crée un personnage à un moment qui arrive dans l'histoire, et puis il l'oublie en cours de route, et 64 pages plus loin, il se dit, oh, mais lui, en fait, j'en fais quoi? Et voilà, il lui trouve un petit truc à faire pour le faire réapparaître. Ou des petites choses qui nous ont un peu enquiquinés, mais enfin bon, je vais revenir sur tout ça, mais sur le fait, par exemple, que, effectivement, là, il y a une vraie question, c'est la somme de mots qu'il y a dans un roman. On va en mettre très peu, proportionnellement, dans une bande dessinée. On est sur une autre réflexion pour tendre aussi à un autre film. Là, en l'occurrence, il y a cette navigation, il y a le bateau qui va partir de Hambourg. En fait, le roman commence comme ça. L'appareillage d'un bateau, d'un cargo mixte à Hambourg qui va remonter les fjords de Norvège jusqu'au cercle polaire. Dans le roman, il y a un mort, deux, même, évidemment, histoire d'amitié. Un policier, oui. Bon, 2 morts déjà, d'ailleurs. Au moment où le capitaine, qui est donc d'origine allemande, le capitaine du bateau embarqué à Hambourg, tombe sur un journal français. Et il y a dedans un article qui fait l'équivalent de 15 pages dans le roman, mais c'est un long article en français qui nous explique plein de trucs d'avant. Bon, et pas de problème, le capitaine allemand, il dit le français couramment, voilà, on peut continuer l'histoire. Pour faire la bande dessinée, ça nous embête un peu d'un seul coup de se retrouver au milieu du récit avec ce fichu article de journal. Donc en fait, on a déplacé, c'est la concession qu'on a faite par rapport à la structure du roman tel qu'il existe. Il y a une séquence de 10 pages au début qui se passe à Paris, à Montparnasse, dans les années 30, milieu interlope que
Simenon a bien connu, puisque c'est une période qu'il a vécue, au moment de Montparnasse, voilà, des artistes, ce milieu, voilà, un peu voyou, un peu bohème de cette époque-là. Et il y a un mort en bas de la page, de la 9e page de la bande dessinée. On tourne la page et c'est l'appareillage à Hambourg. Bon, on est passé de l'un à l'autre. Et on engage la navigation, qui n'est qu'un prétexte, comme souvent, ça va être confirmé dans la création ensuite littéraire de Simenon, l'intrigue policière, développée à la différence, parce que là, on peut faire à ce moment-là, c'était un peu la requête de Fayard à ce moment-là, grâce au succès, par exemple, de productions comme celle d'Agatha Christie, ça va être la grosse différence, c'est que Simenon, lui, le prétexte policier n'est que, justement, que le prétexte à parler de l'humain, en fait. Et c'est plus l'intervention des personnages, des destins qui basculent, qui vont guider le récit. Et Simenon s'en arrange pour faire coller ça, grosso modo, à son histoire policière. Mais ce qui m'intéresse, c'est ces destins de femmes ou d'hommes qui basculent dans une autre dimension, par le crime, par le vol, par ces chemins tortueux de la vie. Donc, je suis répondu à cette question. Oui, pas mal, ça va. Voilà. Et la réaction de Léandroit, de John, il accepte qu'on... comment dire qu'on... Il comprend que l'argument tient. Voilà, parce que en plus, John, de par son parcours professionnel, sa vie, la connaissance de la vie de son œuvre, de la vie de son père, a l'habitude du scénario, de l'écriture. Il a travaillé dans le milieu de l'audiovisuel, il sait ce que c'est qu'un scénario, il entend très bien les arguments qu'on peut lui exposer. Quand on dit attention, cette partie-là va prendre trop de place, et surtout elle rompt complètement l'idée de cette navigation qui se poursuit en même temps que s'accomplissent les destins que j'avais évoqués tout à l'heure. Et par rapport à la durée d'une bande dessinée, ce serait dommage, gâchis, de couper ça au milieu. Il comprend parfaitement l'argument, il y adhère, et justement c'est là où les conversations qu'on a pu avoir avec lui prennent leur sens, puisque John nous expose à ce moment-là que son père a jamais été hostile à l'idée d'adaptation, puisque dès le premier Maigret, un an après, il est adapté au cinéma. C'est combien? 70 adaptations en prix. C'est ça, et les premières, la deuxième c'est Renoir, hein, quand même. C'est La Nuit du Carrefour, un Maigret qui est adapté par Renoir, avec Pierre Renoir dans le rôle, le frère donc de Jean, dans le rôle de Maigret. C'est 600 heures de télévision, c'est des pièces radiophoniques, des pièces de théâtre, etc. Et simplement la réflexion de John était de dire, mon père n'a pas pensé à ce moment-là, en son temps, à la bande dessinée, qui n'avait pas atteint la maturité qu'elle a aujourd'hui, et le fait d'explorer justement tous ces domaines qui se rapprochent de ceux de la littérature, etc. Il n'avait pas pensé à la bande dessinée, mais il avait pensé au roman photo, puisqu'il y a eu une tentative avec une photographe qui s'appelle Germaine Krull, qui était une photographe importante des années 30. Et il a fait un roman qui s'appelle La folle dite ville, qui était un roman illustré véritablement, pratiquement à la limite il n'y avait pas de bulles, etc., mais pratiquement à la limite du roman photo, illustré. Et puis en fait, l'opération a complètement capoté et ça s'est arrêté là. Je peux rebondir sur quelque chose? Je sens. Voilà. Sur ce que dit Christian sur l'indéfini, et ce qu'ont dit d'ailleurs les deux dessinateurs sur l'indéfini chez Simenon. On appelle ça les romans durs. Moi, en fait, pour moi, c'est des modèles de romans noirs. La différence entre le roman noir et le policier, c'est que le roman policier demande une résolution. Il y a un meurtre, il y a un coupable, du cadavre au coupable, c'est le roman, et on doit dénoncer, trouver, révéler le coupable, le pourquoi, du comment de la chose. Ça n'existe pas chez Simenon. Il y a jamais, on reste dans l'irrésolu en permanence, même quand il y a occasionnellement on désigne quelqu'un qui a fait le meurtre ou je sais pas quoi. Mais c'est pas ça le sujet, jamais. Le sujet, c'est la crise. C'est pour ça que ces romans sont courts. La technique de Simenon littéraire consiste
à se servir d'éléments autobiographiques, toujours. C'est une œuvre qui est profondément autobiographique, de façon presque invisible, quand vous ne connaissez pas assez bien Simenon, et à projeter ce qu'il sait, lui, de la vie, à travers son expérience de la vie, de jeune homme. Il a commencé à vivre très tôt. Il a commencé à 17 ans, il était reporter déjà, il écrivait dans un journal plutôt d'extrême droite, mais pour se faire une réputation, il vient à Paris, il vit une vie de rapin avec sa femme, à Montparnasse, il fume du hashish, un petit peu. Si John nous écoute, pardon, de le dire, il n'aime pas qu'on dise ça. Mais voilà. Et mais moi aussi, j'en ai fumé, donc ça va. Et donc, il y a chez Simenon la volonté absolue de décrire des destins humains en endossant à chaque fois les habits d'un seul personnage. C'est jamais une œuvre panoptique, c'est jamais une œuvre qui essaye de donner une fresque d'un moment ou d'un. C'est à chaque fois vécu dans la tête de quelqu'un qui est en crise. Et cette crise-là, elle aboutit à ce qu'on appelle une épiphanie, c'est-à-dire qu'il y a un moment de révélation où le personnage comprend enfin qui il est, et soit ça le détruit, soit ça le mène vers une rédemption, un peu comme dans La neige était sale, où tout d'un coup, le garçon de 17 ans qui a refusé absolument d'être comme les autres, qui a toujours revendiqué sa différence avec les autres, qui ne veut être ni résistant, ni collaborateur, donc qui devient voyou, abject, etc., va trouver, pratiquement en un geste, au moment où il va mourir, que comme tous les condamnés à mort, on l'emmène dehors, il fait froid, il relève son col, et là, il rentre dans le giron de l'humanité. Voilà. Et ce travail-là, chez Simenon, consiste à ne jamais expliquer les choses, jamais souligner les choses. Et tout le travail qui est le nôtre, les scénaristes, comme le décrivait très très bien Bernard, c'est de ne jamais, pour nos dessinateurs, exploser le mystère, dévoiler le mystère, évaporer le mystère. Voilà. Les laisser se débrouiller avec. Et c'est là que cette collaboration a été miraculeuse entre nous. On se connaissait pas, ou à peine, enfin on s'était croisés, mais voilà, comme ça. Et tout d'un coup, il y a eu une fraternité d'esprit, et ça a été un mano à mano, vraiment. C'est-à-dire que j'ai écrit pas un scénario pour quelqu'un au hasard, j'ai écrit un scénario pour Bernard Isler, pour l'intelligence de Bernard Isler, pour l'art de Bernard Isler, avec des réminiscences extraordinaires. Il parlait tout à l'heure du fait de juxtaposer des villes. Moi, je suis fasciné par un truc qui est dans l'œuvre d'Alain Resnais, qui est un film qu'il a jamais tourné, qui était adapté de Jean Ray, qui est un auteur belge, justement, qui avait écrit Harry Dixon, le Sherlock Holmes américain, qui écrivait des espèces de feuilletons un peu cheap, etc. Et Jean Ray voulait tourner Harry Dixon au cinéma. Alain Resnais voulait tourner Harry Dixon au cinéma, et il avait fait des repérages. Et il y a un livre de repérage qui existe, et ce sont des photos de New York, de Bruxelles mélangées à des photos de Londres. Et il arrive à créer une ville exactement comme Bernard l'a fait, en mélangeant des souvenirs de Liège et des choses prises sur le vif à Budapest. Et c'est une ville qui à la fois existe intensément et n'existe pas. Nulle part sur la surface de la planète, il y a exactement cette ville-là. Voilà. Et l'investissement de la bande dessinée dans l'œuvre de Simenon, comme le cinéma a été un investissement dans l'œuvre de Simenon, ça consiste à montrer qu'une œuvre qui est perçue souvent comme monocorde, répétant beaucoup les choses, étant écrite dans une simplicité de langue qui fait que l'espace littéraire est assez faible, est en fait un miracle, parce que chaque tissage pour chaque livre est adapté exactement à son sujet. Et quand vous rentrez comme scénariste là-dedans, c'est-à-dire que comme lecteur, vous le voyez à peine. Quand vous rentrez comme scénariste, vous êtes obligé de vous coltiner une intimité avec le roman qui est comme vivre avec une femme, en fait. Vraiment, enfin, je veux dire, vous êtes heureux comme avec une femme, comme disait l'autre. Vous vous rendez compte d'à quel point il arrive à varier les choses et à vous donner la musique intérieure d'un personnage qui n'est jamais le même. Il y a des personnages qui vont devenir des serial killers dans ce qu'il fait. Il y a des personnages qui vont devenir des saints.
il y a des personnages qui vont devenir des violeurs, il y a des personnages qui vont devenir... Enfin, je pourrais faire une liste, voilà, si vous avez lu Simon, vous savez que c'est exactement ça. Et à chaque fois, c'est le mélange entre l'expérience existentielle de Simon et la compréhension humaine qu'il a de ces personnages, qu'il à la fois invente à partir de ses observations, parce que c'est quelqu'un, on disait de Simon, c'est un type, quand vous parlez avec lui, il vous pose des questions. C'est quelqu'un qui était, il était gentil dans les interviews, etc., mais c'était pas ce qui l'intéressait. Quand il parlait avec un médecin, avec un médecin légiste, il lui parlait de la morgue. Quand il parlait avec un type qui faisait de la chirurgie esthétique, il parlait de chirurgie esthétique, etc., parce qu'il voulait comprendre les professions et il voulait devenir tous les hommes, y compris les femmes d'ailleurs, mais tous les hommes au sens global du terme. Voilà. Et c'est ça l'œuvre. Sa comédie humaine à lui, c'est la possibilité de ramener tout à une espèce d'homme unique et universel qui contiendrait toutes nos émotions, toutes nos capacités, des pires au plus sublime. Voilà. Et la bande dessinée permet d'aborder ça sous un angle complètement différent du cinéma. C'est ce qui permet au cinéma d'être aussi friand de Simon et de répéter tellement les films, de refaire même des films qui ont déjà été faits. Je parlais tout à l'heure avec quelqu'un d'autre d'ici du Panique de Julien Duvivier avec Michel Simon, qui se retrouve dans Le Monsieur Hir de Patrice Lecomte avec Michel Blanc dans le rôle, qui est l'histoire d'un voyeur, d'un pauvre voyeur qui finit très mal et qui finit dans une injustice totale. Simon, c'est ça, c'est quelque chose qui n'a ni temps, ni époque, ni date. C'est l'homme, et ce qu'il disait, l'homme nu. Voilà. Il voulait chercher l'homme nu, c'est-à-dire dépouillé de tous ses oripeaux sociaux, culturels, raciaux, etc., etc. Voilà. Et donc, c'est un puissant fond auquel les arts connivants, je dirais, peuvent venir s'alimenter et peuvent trouver des choses et réaliser des livres. Je suis très épris de cette collection et c'est pour ça que j'en parle avec une sorte d'émotion parce que on prévoyait pas ce que ça donnerait en fait quand on a commencé. Et là, vraiment, ces 2 premiers livres sont superbes. Quelque chose, moi j'ai envie de rebondir pour tout à fait dans ton sens en disant. Je vais commencer en disant, voilà, mon pâtissier, il y a une intrigue, à la fin, on comprend qu'il compare, etc. J'avais ça chez moi. Il y a donc une forme d'histoire qui n'en est pas tout à fait une, avec une multitude de personnages différents. En Belgique, on disait toujours que si une personne ne savait qui il était tous ces personnages, il était pas transparent. Quand il parlait de ça, juste il parlait de médecine, où il s'intéressait à ça, qui était-il? Et si cette collection de bandes dessinées avec qualité, elle est énorme à mon avis, c'est qu'elle met en valeur la capacité de la bande dessinée de pouvoir montrer de multiples visages en utilisant une méthode de travail un peu sinon, je m'explique. Et en même temps, il y a toujours les mêmes scénaristes qui sont passionnés par l'œuvre et qui essaient et qui traduisent ce qu'il a. Les romans durs, c'est pas tout l'œuvre de Simon. Et à travers ça, finalement, qu'est-ce que nous raconte Jean-Luc? C'est le côté autobiographique. Simon est présent partout. Je sais, le nulle part, selon la fameuse phrase de Flaubert. Il y a ça. Et tous les dessinateurs, eh bien, ils ont, par leur style différent, c'est comme toutes les personnes différentes qui vous parlaient de la même personne. Nous parlons tous de Simon d'abord, et nous faisons tous une image de l'univers de Simon. Yes. Sans chercher à le définir, on entend l'approcher. C'est quand il y a un grand personnage avec une telle richesse, et j'ai envie de dire, pardonne-moi John, tu vas peut-être rougir, mais s'il n'y avait pas l'intelligence de Léandroit qui a ouvert cette porte, et qui est ouvert au dialogue, à ce que la bande dessinée puisse, par moments, faire des choses qui sont presque irréel, alors que chez Simon, il y a quelque chose d'intensivement concret, et que dans les styles graphiques, il y a des moments où le graphisme devient presque aérien, ce qui paraîtrait à l'opposé. Eh bien, le fil rouge de cette collection, c'est que chacun, à travers essaye de comprendre qui est Georges Simon, et c'est le propre d'une grandeur, c'est qu'il y a un gigantesque auteur. Incompréhensible, peut-être un déchiffrage, c'est plutôt, on n'aura jamais fait le tour. Et c'est ça, l'avantage de la bande dessinée, c'est qu'elle peut offrir
plusieurs regards sur cette personne si caméléon et si soi-disant indéchiffrable. Chaque personne ajoute une petite touche pour rendre grâce au génie de plus gens possible. Et c'est vrai ce que disait Bernard, pour être éditeur et avoir travaillé avec quelques ayants droit, il faut reconnaître que le travail de collaboration avec John est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel, autant pour les auteurs que pour le ou les éditeurs qui ont travaillé sur cette collection, qui vont continuer à travailler là-dessus. Tu voulais rajouter quelque chose tout à l'heure? Non, c'est utile. Ça va dans le même sens. C'était juste me remettre à l'esprit le fait. Enfin, moi, ça m'a fort troublé. J'ai réalisé quel était le personnage le plus fort du roman Le Passager du Polaris à la fin de mon adaptation. Il se trouve qu'il avait peu à voir avec l'intrigue, avec l'histoire. Ah bon, je ne vais pas être spoilé, comme on dit, non plus. Mais en fait, c'est le portrait d'une femme. Donc ça, a priori, peu ça de la part de Simenon. C'est une femme, en plus, qui arrive dans le roman comme une femme fatale, une jeune femme superbe, hein, tous les hommes vont tout de suite faire un peu leurs moyens. Et en fait, au fil du roman, on se rend compte que c'est une femme qui use de ses armes, des armes dont elle dispose, mais qui est une femme en lutte, une femme qui a été violentée, qui est en train de se battre pour survivre. Et effectivement, ça c'est non résolu à la fin, puisqu'elle va disparaître, disons. Mais c'est d'un seul coup. J'ai mis beaucoup de temps, pas à la lecture du roman, mais à la fin de ma propre plongée dans les entrailles. Et alors, je sais pas pour autant essayer de la caricaturer en la dessinant. Ça s'est révélé à moi simplement en la représentant, en lui donnant naissance moi-même. Et c'était d'un seul coup le personnage bouleversant, et je m'en rends compte à la fin de mon travail, en l'ayant dessiné, je m'étais pensant, ce bouquin n'existe que pour elle. Je peux rebondir là-dessus, j'ai le droit, parce que moi je sors d'une expérience. Moi je sors d'une expérience. Oui, non. Je sors d'une expérience là sur le deuxième, donc je viens de terminer, dont je viens de terminer le scénario, qui est en train d'être dessiné et qui paraîtra en janvier prochain. Janvier pour Angoulême. Voilà. Qui est donc le premier livre que j'avais proposé à Bernard, qui était Les Clients d'Avrenos, qui est un livre aussi récent, parce qu'il y a des périodes chez Simenon, par décennie en gros. Hein. Le livre dont on parle, il appartient aux années 40, fin des années 40, début des années 50, et là, le type est dans une maîtrise totale de son art, ça y est, il a fait encore une fois son ciment, il a appris, c'est 31, 32, celui que je viens de faire là, il est sorti en 35, il a été écrit en 34, et je suis en train de le faire avec une femme. Et il contient un truc abominable, qui est un viol, mais qui est pas un viol d'un violeur malfaisant, qui est un viol d'un pauvre mec qui est amoureux d'une femme, qui est une femme exactement comme vient d'en décrire une Christian, puissante, brutalisée, on lutte pour survivre contre la vie, et tellement horrifiée par les hommes que c'est une femme une jeune femme, très jeune femme. Bon, je vous le dis entre nous, mais dans le bouquin, elle a carrément 17 ans, donc ça on l'a pas dit, disons, pour pas heurter les sensibilités actuelles, mais qui, pour survivre, épouse ce type, mais ne se donne jamais à lui. Et en fait, tout le monde croit que c'est une putain, en fait, et elle s'est jamais donnée à aucun homme. Elle a réussi toujours à esquiver, etc. Voilà. Et ça conduit au viol d'une autre femme. Voilà. Donc c'est un sujet qui est indémêlable aujourd'hui à traiter avec les projecteurs et les miradors sous lesquels on travaille aujourd'hui, qui sont légitimes, hein, je conteste pas ça, mais où on peut plus, comme à l'époque, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que là encore, la réponse est dans Simenon. C'est-à-dire que c'est pas du tout un livre de macho, c'est pas du tout un livre de voyeur, c'est pas du tout un livre de salopard avec les femmes et qui maltraiterait les femmes, etc. C'est un livre d'admiration réelle aux femmes. Et le fait de le dessiner avec une jeune femme,
qui est beaucoup plus jeune que moi, qui est au premier quart de sa carrière, je dirais. Ça a changé complètement la donne, parce que les questions qu'elle me posait, nous, on avait un dialogue de vieux boucs, là, entre nous, c'était rigolo. On se surtout moi. Mais on s'amusait, on faisait beaucoup de blagues, on riait beaucoup plus que le roman me fait rire. Il fait pas rire du tout, d'ailleurs. Voilà. Mais nous, on rigolait. Drôle, hein. Comme souvent, d'ailleurs, les gens qui sont dans le drame, enfin, même au théâtre, etc., se font des blagues pour détendre l'atmosphère. Là, ça a été le contraire. J'ai dû parler avec beaucoup de gravité parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai dû expliquer et justifier à cette jeune femme et qu'elle a comprises parce que c'est une créatrice très intéressante et très intelligente. Et ça donne un livre qui n'a pas du tout le même parfum, qui n'a pas du tout la même substance. C'est quelque chose de beaucoup plus évanescent que ce qu'on a fait avec Bernard ou que ce que Christian a fait avec José Louis. Donc, à chaque fois qu'on change d'interlocuteur ou d'interlocutrice, Simenon change et à chaque fois ça marche. À chaque fois, il est là et il nous dit « Non les gars, c'est pas ça. Regardez mieux, j'ai pas fait un truc pour vous raconter un viol de façon dégoûtante, etc. » Il y en a un d'ailleurs dans le bouquin qui est terrible avec Bernard, puisqu'il est par procuration en plus. J'ai pas fait ça pour ça, j'ai fait ça parce que regardez comment émerge le personnage de femme, regardez comme elle est forte et puissante, cette petite fille de 17 ans qui arrive à survivre dans un contexte abominable où elle est danseuse en Orient, enfin, qui était vraiment le métier de lupanar le plus connu dans les années 30, quoi, voilà. Donc, encore une fois, on a Simenon sur l'épaule et c'est une aide en permanence. Si vous essayez d'adapter, je sais pas quoi, de Dostoïevski, c'est une enclume sur l'épaule. Si vous adaptez Simenon, c'est un type qui parle à votre oreille et qui vous dit non, on va plutôt par là, regarde. Là, j'ai écrit une phrase, et c'est vicieux parce que quelquefois, la clé est au détour d'une phrase. Hein. C'est 3 mots dans une phrase et c'est là, voilà. Donc c'est un travail d'attention permanente, de sensibilité permanente sur le texte, et c'est vraiment formidable parce qu'en plus, il n'y a pas de grandes phrases. Hein, ça parle beaucoup moins que nous, par exemple. Il n'y a pas de grandes phrases et ça permet de regarder ce qu'il y a derrière les mots. Voilà. Tu donnes le titre, peut-être Les clients d'Avrenos. Voilà. Et on va en parler brièvement, parce qu'il sortira encore plus tard, le deuxième roman adapté par une dessinatrice. Qui est également un roman épouvantable, voilà, qui s'appelle La Maison du Canal. Qui sortira l'année prochaine. Et alors là, qui se passe dans le Simenon classique et typique de l'idée qu'on se fait de Simenon, c'est-à-dire avec un ciel si bas qu'un canal s'est pendu, comme chantait l'autre. Oui, c'est vraiment une chanson de Jacques Brel, hein, le roman là. L'ambiance flamande par excellence. Et c'est toi qui m'as dit ça, ce truc génial que les canaux flamands, enfin en Flandre étant en hauteur, les jours de brouillard, on voit flotter les péniches sur la terre. Et je l'ai refilé à José Louis Bocquet, qu'il a immédiatement refilé à sa dessinatrice. Parce que ça, c'est une image incroyable. Dans les secrets de la création. Ouais. Ouais, absolument. Voilà. Alors, je vais juste rajouter un truc, faisons pour mettre en valeur aujourd'hui. Allez, encore une fois. Encore une fois, c'est bien. Je veux dire, la neige était sale. Ouais. Vraiment très difficile, puisqu'il fait plus de pages que tous les autres Simenon. Et que là, les romans de Simenon, les romans durs, il les écrivait entre 7 et 10 jours. La neige était sale, il a fait un gros effort. Il l'a fait en 20 jours. J'ai mis 2 ans à dessiner. C'est extraordinaire. Pendant 2 ans, Jean-Luc ne m'a pas raconté l'histoire autobiographique qui se passait derrière. Donc, il a, peut-être qu'il le savait, peut-être qu'il ne le savait pas, mais je me dis, je ne peux même pas le savoir, en définitive. Il a commencé ce narratif avec tout, et ce tout qui dit, tout était dit, c'est ça qui a donné toute l'impulsion de la mise en scène. C'est que j'ai dû construire ce personnage, sachant qu'il y avait quelqu'un qui me jugeait. Entendais-tu, on sait quand ce qu'elle me dit, ça va être
dire tu es un con, tu es ça. Je dis, je suis un con, ça n'a pas du tout la même portée. Tu, c'est tourné tout de suite dans le jugement. Donc j'avais ça, et j'ai été obligé de construire la mise en scène avec ça. Et en fait, il y a ce personnage qui est absolument abject, et qui donc, on me dit au départ qu'il est beau. Oui, ok. Ce qui est surtout intéressant, c'est que l'histoire ne repose que sur cette interrogation, c'est quoi le mal? C'est quoi le mal? Et il y a cette dimension de l'autre qui lui parle, avec Jean-Luc qui a dit, tu verras à la fin, c'est formidable. Il y a une rédemption, c'est bien. Et sinon, il y a une rédemption, ça finit bien. Alors, je ne vais pas dévoiler la fin. Je vous conseille de la lire. Et d'acheter l'album. Notion de la rétorsion assez. Voilà. Oui. Mais ce qui est assez formidable là-dedans, c'est qu'après, j'apprends que, ben oui, en fait, j'ai retrouvé dans les archives, je ne sais pas très bien de Bruxelles, dans quelques archives, une lettre où Simon dit qu'on avait ajouté ça, mais effectivement, il avait pensé peut-être à Budapest ou à Dieu. Bon, voilà. C'est déjà pas mal que, avec des intuitions, on arrive à retrouver la personne. Moi, j'ai travaillé tout ce livre avec Solitude en sachant pas qui il est. Et j'ai imaginé, dès le départ, faire une scène miroir avec le personnage qui se juge lui-même. Et c'était une manière de donner un sens à ce tu. Et sans insister, mais voilà, c'est ça, cette interrogation sur soi-même, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, avec un personnage qui est comme Hamlet, où on se demande tout le temps, est-ce qu'Hamlet était fou? Je ne sais pas, au bout de la pièce, il y a d'autres metteurs en scène qui ont leur version différente. Ici, est-ce qu'il est vraiment mauvais? Je n'en sais rien. À la fin, il y a voilà, cette forme de rédemption. Et puis, quand tout est terminé, je comprends que, en fait, la vérité que sinon, quand il a appris la mort de son frère en Indochine, et que son frère était apparemment un vrai salaud, en tout cas, il avait fui en Indochine pour éviter les problèmes qu'il aurait eu après la fin de la guerre, pour des actes de collaboration, des trucs comme ça. Eh ben, il a eu besoin d'écrire ce livre. Et là, on reprend toute la part autobiographique de ce livre, où ce tue, c'était sans doute, peut-être, on peut l'imaginer, mais ça aurait été tellement clair de me le dire, ça aurait été insipide, même, ça m'aurait peut-être réfrigéré, ça n'a aucune importance, en fait. C'est de dire, c'est Simon qui écrit à son frère, voilà, tu vois, et il pose la question, mais il ne répond pas sur ce bien et ce mal. Et c'est là qu'on touche à quelque chose que toute œuvre a nécessairement une part de mystère, et si elle n'en a pas, elle est pauvre. Il faut que ce mystère demeure. Bon, je crois qu'on est au bout là, hein, de notre petite performance, que le mystère demeure. Donc, c'est une belle fin, je trouve. On voulait aussi, enfin en tout cas moi, et je crois tout le monde ici sur scène, a envie de remercier la Fondation de l'accueil et leur dire qu'on est sur le charme de ce lieu extraordinaire, vraiment, un lieu parfait. Il y a un petit défaut, c'est que ça manque un petit peu de bande dessinée dans la bibliothèque. Donc, j'espère qu'ils vont... on est là pour ça, voilà. Donc, on défend la BD. Il n'y avait pas des questions Et oui, si vous avez des questions, on va y répondre, en tout cas. Brièvement. Brièvement. Il faudra juste passer les micros. Je sais pas si, si vous voulez poser une question ou l'autre. Une petite annonce aussi à faire. Voilà. Christian. Il y aura une exposition à partir de demain à la galerie Papier Gras sur l'île à Genève, des planches originales de Passagers de Polaris jusqu'au 26 octobre. Voilà. Et Donc, demain jusqu'au 26 octobre et demain soir vernissage jusqu'à présent pour dédicacer à tous les œuvres. Voilà. Échanger avec ceux qui sont présents. 18h. 18h demain. Voilà. C'était la petite saison. Et allez voir les planches pour les avoir eues en main. Je peux vous dire qu'elles sont très belles. Voilà. Il y a des dessins en plus, des études, voilà. On serait un peu dans les coulisses de la création de la bande dessinée. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Toujours un peu crispant de demander. Il faut bien apprendre les gens qui suivent. Oui, bon, sinon,
Allez. On a- Oui, voilà. Bon. Voilà. Encourage. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Ils sont très gentils, hein, rassurez-vous. Voilà, merci beaucoup pour toutes ces interventions. C'était vraiment extraordinaire pour moi de vous écouter. Par rapport à Simenon, vous avez dit à juste titre qu'il n'y a pas beaucoup de descriptions. Donc, on a envie de dire qu'il n'y a pas beaucoup de visuels. Et pourtant, quand on regarde les ouvrages que vous avez faits, ben, le visuel est extrêmement bien restitué. Et ce que je trouve assez fabuleux en lisant Simenon, c'est qu'en fait, au niveau des descriptions des lieux, il n'y a pas grand-chose, ou alors on est presque des fois un peu dans le lieu commun, mais en même temps, il arrive quand même, je trouve en tout cas à la lecture, à provoquer toute une série d'images dans notre esprit, mais sans s'étaler sur des grandes descriptions. Et puis peut-être que, je sais pas, comme dessinateur, peut-être que c'est assez une aubaine dans le fond, parce que vous êtes assez libre de pouvoir faire les paysages, les décors que vous voulez. Peut-être que c'est une vision personnelle, du coup, une interprétation personnelle. Alors, est-ce qu'il fonctionnera avec tout le monde? On l'espère. Il ne s'agit pas d'être racoleur à ce moment-là, mais enfin bon, c'est pour exposer. Dans l'intime, d'aller puiser des émotions intimes, mais effectivement, le verbe de Simenon est extrêmement évocateur alors qu'il est économe. Mais, pardon, il y a une chose importante, c'est que c'est pas Zola, c'est-à-dire qu'il va pas compter les marches de l'hôtel particulier dans lequel il va vous emmener pour vous donner le nombre exact de marches qu'il faut monter pour arriver jusqu'au premier étage. Mais c'est pas un naturaliste dans ce sens-là. Mais c'est un sensualiste, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est, par exemple, incroyablement sensible aux odeurs. D'ailleurs, il expliquait que certains de ses romans étaient écrits parce qu'à un moment, en passant dans un petit chemin, il sent une odeur de noisette et il écrit un roman qui s'appelle « Il y a encore des noisetiers ». Et l'idée même du roman lui a été fournie par un sens olfactif, simplement. Voilà. Et donc, quand vous lisez, par exemple, les Maigret, à cet égard-là, sont très intéressants. Maigret, ça se passe souvent à Paris. Et quand vous êtes parisien, c'est mon cas, vous reconnaissez les saisons telles qu'il est décrit. C'est-à-dire qu'il flottait ce matin-là sur la Seine, une petite brise de printemps qui faisait que le commissaire avait éteint son poêle et ouvert la fenêtre de son bureau. Et tout d'un coup, cet air léger lui donnait envie de boire un petit blanc sur le comptoir, etc., etc. Et tout ça, c'est une accumulation d'informations, si vous voulez, qui passe presque inaperçue. C'est du pollen, hein, un peu comme ça, que vous respirez en lisant, mais qui, en fait, dessine comme un peintre un décor, dessine, donne les couleurs, donne l'atmosphère. C'est un écrivain météorologique, Simenon. D'ailleurs, La neige était sale, tout est dit dans le titre aussi. Voilà. Et ce sens-là du lieu, du moment, du temps, de la place, etc., c'est une boîte à outils qui ressemble en réalité à la boîte à outils des dessinateurs, sauf que eux le font avec des crayons et avec une représentation figurative, et que là c'est un portrait impressionniste, je dirais, d'une atmosphère, d'un lieu, d'un état d'esprit, etc., etc. Les couleurs comptent énormément chez Simenon. Le peignoir bleu, c'est un trope chez Simenon, c'est quelque chose qui revient tout le temps et qui est la signification d'une forme d'érotisme. Pourquoi ? Parce que quand il était écolier et qu'il revenait chez lui à Liège, il passait devant une maison qui était censée être un bordel, dans laquelle tous les matins une femme venait fumer une cigarette nue sous un peignoir bleu, et que pour l'écolier déjà pris à pic qu'était Simenon, c'était un spectacle bouleversant dont il s'est souvenu toute sa vie. Il y a des montres qui jouent un rôle considérable dans La neige était sale, qui est lié au mal, qui est lié au crime. Simenon, pour payer les services d'une dame de petite vertu qu'il admirait à Liège et qu'il n'avait absolument pas les moyens de s'offrir, lui a donné la montre que son père, qui allait mourir 3 mois plus tard, lui avait offerte, une montre Gousset. Et il en a conservé toute sa vie, il en parle dans ses mémoires intimes, etc. Il en a conservé toute sa vie une espèce de culpabilité. La montre, quand vous regardez chez Simenon, ça revient, mais tout le temps.
temps, tout le temps, tout le temps. Il y a toujours une histoire de montre, il y a toujours un truc comme ça, voilà. Donc, si vous voulez, c'est des objets, c'est des couleurs, c'est des odeurs, et c'est un peintre avec ça. Voilà. Rien à dire? Non? Bon. Moi, je suis pas d'accord, mais Et voilà. j'ai discuté avec beaucoup d'écrivains et j'ai évolué dans un milieu culturel et surtout littéraire. Et pour qui la littérature, c'était le monument et le graal. Mais ce que j'ai compris, c'est que la littérature passe son temps à, comment dire, à décrire sans l'incarner. Une chaise, c'est une chaise. Vous pouvez l'imaginer comme vous voulez, et on a toujours pris cette comparaison pour dire la différence entre la richesse de la littérature, c'est qu'elle tient une chaise, et bien le lecteur peut imaginer. Ok, oui, sauf que dessiner, on va dire, un écrivain, il va avec cette tête. Il inspire, il goûte, il regarde, il entend. Ça, c'est une littérature. Les gens qui écrivent, ils disent « je me suis mis au bout du personnage ». Non, ils sont mis dans la tête du personnage. Un dessinateur, il se met dans son corps. Et c'est vraiment différent. Et c'est pour ça que je suis... Diable d'homme. Quand on dessine une rose, eh bien, on ne dessine pas une rose comme ça. Parce qu'un dessinateur, vous savez, il apprend à dessiner d'abord en essayant de comprendre son propre cœur. Et il se fait, vous le voyez bien, que je n'ai pas de physique, ça n'a jamais été le cas, et cette façon de j'ai un physique assez aussi, il se dit que quand j'étais petit, j'étais toujours dans le rôle du colonel Baissy. Il se dessine toujours des gens gros, il est beau, il est brave, il est chaleureux, etc. Il a des personnages essentiels de la VGD, ça, c'est... Aujourd'hui, on a fait des descriptions et tout. Et finalement, c'est le personnage qui s'appelle. Et j'ai mis énormément de temps à me mettre dans sa peau, à la dessiner de l'artère. Et le but, c'était quoi? C'était une petite maison de prostitution, parce que c'est ça. Et Bertha, oui, la grosse Bertha, c'est un peu évident. Mais Bertha, c'est peut-être le personnage le plus sympathique de toute l'histoire. C'est vrai. Et j'ai appris à dessiner. J'ai d'abord regardé, et j'aimerais rendre grâce à cette amie qui m'a permis que je la regarde. Elle est assez forte et qui m'a dit que je vois qu'elle avait mené et à un moment donné elle a mis et puis je me suis rendu compte qu'elle était mieux dans celui qui quelque part c'est un militantisme contre la grosse publicité. Donc j'ai appris à dessiner une femme très honnête et les parents c'est vrai. Oui. J'ai eu un plaisir fou à dessiner, mais il m'a fallu du temps. Rentrer dans sa peau. Et vous savez ce que c'est que de gros? C'est qu'à la fois, vous ne pouvez pas passer inaperçu. Et vous savez que vous prenez toute la place. Et donc, il y a une forme de paradoxe qui fait que, à table, vous êtes au restaurant, il y a 4 personnes, mais il y en a un qui est vraiment... J'ai regardé sa chaise, et c'est pas hésiter à sortir, elle pourrait bousculer un autre. Et en ça, c'est pareil. Vous mettez 4 personnages, vous devez faire un soir une poste. C'est compliqué à faire bousculer dans une mise en scène. Mais tout ça, il faut commencer à comprendre. Et à un moment donné, quand vous dessinez cette grosse forme, tarte, il y a des scénaristes. Oh putain! Ça, c'est la meilleure case de la bouche. Et à ce moment-là, quand je la dessine, je sens sa colère et je transpire des aisselles. C'est absolument pas contradictoire de ce que j'ai dit, mais c'est formidablement complémentaire. Non, mais c'est génial. Voilà. Pardon, excusez-moi de faire la critique du plateau, mais c'est ce qu'il vient de dire. C'est un privilège d'entendre un artiste parler comme ça de son travail, parce que c'est... voilà. Autre question? Vous en prenez pour une demi-heure à chaque fois, je sais. Oui, c'est ça. Donc, si vous voulez boire un coup... Oui, Oui, la dernière, peut-être. Ah, si le micro nous lâche, en plus. voilà. Je vous ai entendu, je pense que vous, M. Isler, sur France Inter, où vous avez un tout petit peu élaboré et été plus loin dans la différence entre 20 jours de rédaction et vos 2 ans de dessin. Est-ce que vous pourriez un petit peu aller plus loin? Parce qu'il me semble que pendant 2 ans, si vous avez fait que ça, vous devez vraiment... Enfin, je n'arrive pas à comprendre comment pendant 2 ans, on peut ne travailler que sur un livre.
Je n'ai pas fait que ça. C'est pas possible. 2 ans, je vous rassure tout de suite. J'ai fait aussi l'illustration des fleurs du mal pendant ce temps-là, et qui était à 180 degrés. Sinon, je suis rentré dans les chaires de Baudelaire progressivement, puisque j'ai fait Mademoiselle Baudelaire, qui est la tentative de restitution de l'hierarchie, sur base de témoignages de Newton et tout. Voilà. Et j'ai compris à un moment donné que l'œuvre de l'histoire du mal était sans doute la chose la plus sincère que Baudelaire ait écrite sur lui-même, et où il ne raconte pas des conneries pour provoquer, pour être à la table. Pour embêter les Belges. Parce qu'il était déroulé. Ce personnage, moi, c'est plus un film parce que je ne comprenais pas qu'un titre aussi insupportable puisse faire une œuvre aussi formidable. Je suis rentré dans la chair de la littérature de Baudelaire. J'ai eu l'impression, moi, avec toute mon idée, de comprendre cette petite cuisine, sur quoi ça fonctionnait. Et ça m'a prodigieusement aidé pour être encore mieux comprendre que sinon, même s'il est à 180 degrés, il y avait des choses proches. Et ça m'a permis d'être encore plus, comment dire, au service de cette chère littérature, enfin au service. Ça m'intéresse, ça me passionne d'essayer de comprendre le mécanisme de grands auteurs comme ça, de montrer quand ça, je le définis aussi à travers. Il n'y a pas de création ex-nihilo. Nous avons tous vu des films, des livres qui nous ont influencés pour aujourd'hui produire. C'est ça l'histoire de l'art, de la culture et tout. C'est une transmission de toute façon de génération en génération et qui s'adapte avec plus ou moins de talent. Shakespeare, combien de gens ont adapté Shakespeare? Et j'espère que si on entend de descendance. Bon, on va laisser John aller manger, parce qu'il nous fait envie C'est vrai, de avoir donc. faim. On va lui souhaiter en C'est vrai qu'après cette bonne soirée, on sert. Calombrade et Ouais. John. Salut John. Et on vous retrouve pour un verre, c'est ça? Oui, on peut continuer. On peut, Dédicace. Il y a une dédicace. voilà, on peut continuer. Lui, il veut dédicacer. Ah, lui, bravo.